opérationnel. Comme modérateur de ce webinaire, nous avons M. Boubacar Sidiki Diallo, secrétaire général adjoint au CNPM. Premier panéliste, M. Amadou Soumaré, ingénieur financier chargé d'affaires au Fonds de solidarité africain. Deuxième panéliste, nous avons M. Kara Diallo, sous-directeur de l'action commerciale et de l'évaluation des opérations et des projets au Fonds de solidarité africain. Troisième panéliste, M. Mamadou Lamine Silla, économiste. Et enfin, le quatrième panéliste, M. Mohamed Sissé, directeur général de la société Bouna SA. Comme agenda du webinaire, nous avons l'introduction du CNPM qui vient d'être faite. Ensuite, il y aura le mot de bienvenue de M. Sékou Konaté, qui est le premier vice-président chargé des mines et du pétrole au Conseil national du patronat du Mali. Et après, il y aura la présentation du thème et des panélistes par le modérateur. Ensuite, il y aura les interventions des panélistes. Et enfin, la série des questions et réponses et la synthèse du modérateur. Et on va terminer par la conclusion. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Sékou Konaté, premier vice-président chargé des mines et du pétrole, pour son mot de bienvenue. Et bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, faisons un peu le son. Le son. Je reprends ou bien? Oui, c'est bon. Voilà, allez-y, président. Bon. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la cordiale bienvenue à ce 9e webinaire du CNPM de 2024 sur la thématique présentation du Fonds de solidarité africain et de ses produits opérationnels. Comme vous le savez, la question de l'accès au financement demeure un obstacle majeur pour les entreprises africaines, notamment les petites et moyennes entreprises, PME. Malgré leur rôle crucial dans la création d'emplois et la croissance économique, les entreprises font face à des difficultés d'accès au crédit en raison des garanties insuffisantes et d'un environnement bancaire souvent rigide. Cette problématique freine non seulement leur expansion, mais aussi leur compétitivité sur le marché national et international. C'est dans ce cadre que le Conseil national du patronat a pris des initiatives pour apporter des solutions durables à cette situation en mettant en place un groupe de travail sur le financement de l'économie dont les conclusions ont été remises récemment au gouvernement. Ce rapport contient des recommandations visant à faciliter l'accès au financement pour les entreprises en proposant des mécanismes innovants qui répondent aux besoins spécifiques du secteur privé malien. Le Fonds de solidarité africain s'inscrit justement dans cette logique en proposant des produits adaptés aux besoins de financement des entreprises africaines. Grâce à ces instruments financiers, le Fonds de solidarité africain contribue à réduire le risque pour les prêteurs tout en facilitant l'accès au crédit pour nos entreprises. Je tiens à remercier nos distingués panélistes pour leur disponibilité à partager leur expérience. Je suis convaincu que les échanges de ces jours nous permettront de mieux cerner les solutions que le Fonds de solidarité africain propose pour résoudre les défis liés au financement et de renforcer nos efforts pour soutenir le secteur privé. Je vous invite donc à participer activement aux discussions pour enrichir ce dialogue essentiel. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, Monsieur le vice-président. Maintenant, sans plus tarder, nous allons donner la parole au modérateur, M. Boubacar Sidiki Diallo, secrétaire général adjoint au Conseil national du patronat du Mali, pour sa modération. M. Diallo, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Sissé. Merci à tous les participants à ce webinaire. Avant de commencer
j'aimerais bien adresser un remerciement spécial au président du Conseil national du patrimoine du Mali, M. Mossadegh Badi, qui a été, disons, l'initiateur de ce webinaire, après les rencontres qu'il a eues avec le Fonds de solidarité africain, en Bamako ici. Donc, il a, à ce propos, invité le secrétaire général du CNPM à initier ce webinaire afin de mieux faire connaître le fonds et ses produits. Donc, c'est à cela que nous nous attelons aujourd'hui et pour ça, nous lui témoignons notre respect et le remercions pour voilà, avoir mis en place ce webinaire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Fonds de solidarité africain, comme le vice-président, M. Konaté, vient de l'évoquer. Parler de cette institution multilatérale, institution financière multilatérale, donc qui, bon, c'est vrai que quand nous nous sommes rencontrés, on a su tout de suite qu'il y avait quand même un petit déficit d'informations sur le fonds. Donc, ce que nous allons essayer de corriger aujourd'hui avec nos panélistes. Donc, ce que je peux dire déjà en introduction de ce webinaire, c'est un peu, voilà, faire un peu une petite présentation courte, étant entendu que voilà, les spécialistes vont compléter un peu tout ce qui va être dit, et dire par là que donc, ce fonds existe depuis 1979, je crois, enfin devenu opérationnel en 1979, et donc avec une mission principale qui est de contribuer au développement économique et au progrès social, donc en mettant donc en facilitant donc cela à travers donc ces techniques d'intervention, donc par les ressources financières, donc pour la réalisation des projets d'investissement et des activités génératrices de revenus. Donc ça c'est vraiment le chapeau global. Nous aurons l'occasion de rentrer plus en détail dans le fonctionnement de ces produits et de leur impact. Pour cela, nous avons aujourd'hui plusieurs panélistes que je vais vous présenter rapidement. Il s'agit en premier lieu de M. Amadou Soumaré. M. Amadou Soumaré qui est ingénieur financier chargé d'affaires au Fonds de solidarité africain. Donc, M. Soumaré va donc, nous présenter plus en détail le Fonds de solidarité africain. Il nous parlera également de la contribution donc, du Fonds à l'accès au crédit et au financement pour les entreprises en Afrique, donc en particulier pour les PME et les startups. Ensuite, il nous présentera les divers produits proposés par le Fonds de solidarité africain, donc, tels que les garanties de crédit, les lignes de financement, les mécanismes donc de cofinancement et de refinancement. Voilà. Ensuite, à côté de M. Soumaré, nous avons M. Diallo, M. Kara Diallo. Donc, M. Kara Diallo, qui est sous-directeur de l'action commerciale et de l'évaluation des opérations et des projets au Fonds de solidarité africain. Donc, M. Diallo va nous parler plus en détail des critères d'éligibilité au financement du Fonds de solidarité africain, ce qui nous intéresse au plus haut niveau. Il nous présentera également donc, la manière dont le fonds donc, évalue donc, les projets avant de les financer et les indicateurs de succès qu'il utilise pour mesurer l'impact de ces financements. Donc, après M. Diallo, nous aurons l'intervention de M. Mamadou Lamine Silla. M. Silla est économiste également au Fonds de solidarité africain. À M. Silla, on demandera de nous faire un petit exposé sur l'impact économique des interventions du fonds sur la croissance des entreprises en Afrique. Il nous expliquera également comment les politiques macroéconomiques et les partenariats régionaux peuvent favoriser l'expansion des services du Fonds de solidarité africain. Donc, si nous avons la chance, nous allons donner ensuite la parole à M. Cissé Mohamed Cissé, qui est l'un des bénéficiaires donc, des produits du Fonds de solidarité africain. Il va nous expliquer un peu comment il a été supporté, donc aidé par le Fonds de solidarité africain. Il pourra également nous évoquer les difficultés qu'il a pu rencontrer, difficultés dans l'obtention des financements, et comment aussi ces produits du fonds ont pu répondre à ses besoins. Voilà en gros un petit aperçu de nos panélistes.
et les principaux sujets qui vont être abordés dans ce fonds, étant entendu que bon, ce qui vient d'être dit n'est pas exhaustif. On pourra au cours des échanges creuser d'autres pistes de réflexion et des questions pourront être posées voilà, sur d'autres aspects du fonds. Maintenant, ce qui est intéressant, nous, en tant que Conseil national du patronat du Mali ici, à côté des interventions du Fonds de solidarité africain dans l'accompagnement des États pour les projets d'envergure comme les infrastructures et autres, nous serons particulièrement intéressés par l'impact que le fonds, ou alors les produits que le fonds met à disposition des entreprises privées, ce qui nous intéresse au plus haut niveau. Donc, les débats vont largement tourner autour de ces interventions et nous espérons qu'à l'issue de ce webinaire, nous sortirons renforcés et suffisamment au fait des interventions du Fonds de solidarité africain. Voilà. OK. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet et faire appel à notre premier panéliste qui est M. Amadou Soumaré, ingénieur financier chargé d'affaires au Fonds de solidarité africain. Monsieur Soumaré, je vous donne la parole. Je vous remercie, M. Diallo. À l'entame de nos propos, nous tenons tout d'abord à remercier le Conseil national du patronat de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir présenter le Fonds de solidarité africain, de ses produits opérationnels et également de la méthode de saisine du fonds. Nous remercions également l'ensemble des membres présents à ce webinaire pour leur présence. Sans tarder, je vais partager mon écran pour pouvoir commencer la présentation du Fonds de solidarité africain. Vous recevez déjà mon écran? Nous recevons l'écran, pas de problème. Vous pouvez y aller. D'accord. Merci. Alors, le Fonds de solidarité africain est une institution financière multilatérale dont le siège se trouve à Niamey au Niger, qui est doté aujourd'hui de 2 missions résidentes, une mission résidente à Abidjan, en République de la Côte d'Ivoire, et une autre mission résidente au Port-Louis, en île Maurice. Le Fonds de solidarité africain a donc été créé depuis 1975 lors d'un sommet des chefs d'État à Bangui, en Centrafrique. Mais il est devenu réellement opérationnel à travers le démarrage de ses activités opérationnelles en 1979. C'est en 2016, pour redynamiser ses activités dans ces pays membres et revivifier ses interventions, le Fonds de solidarité africain a élaboré un plan de développement stratégique à moyen terme 2016-2020 qui a abouti à des réformes internes profondes, notamment l'introduction de la notation financière, la certification des organismes habilités à cet effet, des organismes de renom. Ce plan de développement stratégique à moyen terme 2016-2020 a été suivi par le plan de développement stratégique à moyen terme 2021-2025 qui est dénommé Plan New Frontières 2025, qui avait pour but de transformer le FSA en une institution panafricaine, œuvrant pour la construction et l'intégration d'une Afrique prospère. Lors de la mise en œuvre de ce plan de développement stratégique qui termine l'année prochaine en 2025, nous avons déjà enregistré l'adhésion de 8 États membres du FSA qui sont devenus actionnaires payés du FSA. En plus de cela aussi, nous avons enregistré l'adhésion de la Banque de développement économique de l'Afrique centrale comme premier actionnaire de catégorie B. À noter que les pays membres constituent les actionnaires de catégorie A. Le capital du FSA aujourd'hui s'élève à 191,750 milliards de francs CFA. Et ce capital est en perpétuelle augmentation dans la mesure où il est rehaussé à chaque nouvelle adhésion d'un actionnaire. L'objectif de ce plan stratégique, qui est donc en cours de mise en œuvre, est de devenir une institution panafricaine forte
et innovantes au service de la transformation structurelle des économies des États membres. Pour cela, ce plan s'articule autour de 3 axes stratégiques. Le premier axe, c'est de poursuivre la transformation du FSA entamée dans le premier plan stratégique 2016-2020. Le deuxième axe est de soutenir la création de valeurs et d'emplois productifs en appui aux États comme au secteur privé. Et le troisième axe est l'augmentation de la capacité, l'augmentation des capacités de financement d'intervention du FSA dans ces pays membres. Pour cela, le FSA aujourd'hui compte 23 pays membres, 23 pays États actionnaires du FSA qui sont géographiquement bien répartis sur l'ensemble des communautés économiques et régionales de l'Afrique, à commencer par l'Afrique de l'Ouest, où vous constatez que le FSA est présent déjà dans 13 pays dans cette zone. En Afrique centrale également, 4 pays. En Afrique du Nord, notamment la Mauritanie et le Maroc qui viennent d'adhérer au FSA, mais aussi en Afrique de l'Est et du Sud. Les organes de décision du FSA concernant la gouvernance du FSA, les organes de décision sont au nombre de 3. Le premier organe est le Conseil des gouverneurs qui est constitué par le ministre des Finances des États membres. Le deuxième organe de gestion est le Conseil d'administration qui est constitué par un administrateur par pays, mais aussi des administrateurs indépendants qui sont aidés dans leurs tâches par des comités spécialisés. Il y a aussi la direction générale qui est chargée de l'implémentation opérationnelle de la stratégie. Les organes en matière d'intervention, notamment pour l'octroi des garanties aussi, est composé par le conseil d'administration avec 2 organes délégataires. Le premier organe délégataire du conseil d'administration, ça, c'est le comité des interventions. C'est pour les interventions en garantie pour les montants allant jusqu'à 500 millions de francs CFA. Mais aussi, il y a le comité supérieur d'intervention qui est constitué par des administrateurs. Le montant d'intervention de ce conseil supérieur d'intervention est de 18 milliards 600 millions de francs CFA, qui constitue le montant maximum par dossier, par signature du FSA. La gouvernance du FSA aujourd'hui respecte les normes internationales. En cela, il faut noter la notation par JCR Rating de la note attribuée au FSA de AAA+, avec une perspective positive, qui a été réitérée en décembre 2023 par le cabinet international Moody's, qui a émis également une notation de BA1 avec perspective stable, qui est l'une des meilleures notations aujourd'hui dans sa catégorie. Il faut noter aussi le maintien de la certification ISO 9001, version 2015, à la suite de l'audit de surveillance du système de management de la qualité par le bureau Veritas. Par rapport aux produits opérationnels du FSA, aujourd'hui, le FSA intervient pratiquement dans tous les secteurs d'activité et à tous les stades de la vie de l'entreprise, à savoir la création, depuis la création de l'entreprise, le FSA peut être sollicité pour pouvoir participer, apporter sa garantie financière, l'extension ou le renforcement des capacités opérationnelles également, la restructuration et la privatisation. Autrement dit, le FSA, depuis l'étape projet, le FSA peut être sollicité pour participer à la création d'une entreprise. Donc, autrement dit, tout simplement pour dire que le FSA peut intervenir à tous les stades de la vie de l'entreprise. Il intervient également dans tous les secteurs de l'économie nationale, sans exclusif, à travers le secteur des mines, infrastructures de base, développement rural, industrie, agro-industrie, énergie, tourisme et hôtellerie,
les secteurs des transports, éducation et santé, télécommunications, microfinance, etc. Les techniques d'intervention du FSA sont subdivisées en 3 catégories. La première catégorie concerne la garantie financière qui constitue aujourd'hui les cœurs des métiers du FSA. Dans la garantie financière, le produit garantie financière, il y a plusieurs sous-produits au nombre de 4, notamment la garantie individuelle des prêts bancaires. Il y a la garantie de levée des ressources qui concerne le marché financier dans votre zone, l'Afrique de l'Ouest et la BRVM. Il y a la garantie des portefeuilles qui concerne les PME et PMI. Il y a la garantie des prêts au logement. La deuxième catégorie de produits est la contre-garantie qui concerne les secteurs des BTP, mais aussi les opérations import-export. Cette catégorie est composée de 3 produits, notamment la contre-garantie individuelle, la ligne de contre-garantie et la contre-garantie des fonds nationaux. Parce que les fonds nationaux aussi sont partenaires du FSA. La troisième catégorie de produits, c'est la garantie grand compte, qui concerne beaucoup plus les banques pour la couverture des ratios de division des risques pour respecter les dispositifs prudentiels édictés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces produits concernent beaucoup plus les banques pour conforter les ratios de division des risques, leur permettant ainsi de continuer le financement de l'économie nationale. Concernant la garantie individuelle, c'est un partage des risques avec le bailleur du fonds dans le cadre du financement des entreprises. Le FSA peut intervenir aux côtés d'une institution financière, que ce soit nationale ou internationale, que ce soit une banque ou un autre établissement type établissement financier. Le FSA peut intervenir en apportant sa garantie financière pour faciliter l'accès au financement de l'entreprise auprès des institutions financières, ce qui constitue aujourd'hui l'une des problématiques majeures de notre région, l'accès au financement. Donc, le rôle du FSA à travers ces produits, c'est de participer au risque avec le bailleur de fonds pour faciliter l'accès aux ressources nécessaires, non seulement au développement, l'exploitation des entreprises. La quantité cessible de ce produit peut aller jusqu'à 80% du montant. Ça veut dire que la garantie du FSA peut aller jusqu'à 80% du prêt en principal, avec une limite d'intervention par signature d'environ 18 milliards 600 millions de francs CFA actuellement. Ce montant également est en perpétuelle augmentation du fait de l'adhésion de nouveaux pays. À ce stade, le montant maximum d'intervention du FSA par dossier, par signature, est de 18 milliards 600 millions de francs CFA. La garantie autonome des premières demandes en faveur des souscripteurs des emprunts obligataires, cela concerne les marchés financiers, notamment la BRVM dans la zone UEMOA, à l'occasion des levées des ressources par les entreprises. Cette fois-ci, la quantité de couverture est de 100% du montant de l'emprunt en principal intérêt, toujours pour une limite d'intervention de 18 milliards 600 millions de francs CFA. Le deuxième produit dans la première catégorie concerne la garantie de portefeuille. Le FSA accorde une ligne de garantie à l'établissement financier ou au Fonds national de garantie. L'établissement financier peut être une banque et le FSA délègue sa décision d'octroi de garantie sur la base des critères prédéfinis. Ce produit est spécifiquement conçu pour faciliter l'accès au financement des PME-PMI auprès des établissements financiers. Le FSA peut décider de mettre une ligne d'un montant déterminé à la disposition de la banque ou de l'établissement financier pour lui permettre lui-même d'inscrire les PME-PMI directement sur la garantie du FSA parce que le pouvoir de décision a été délégué à l'établissement financier. Cela a pour but de faciliter l'accès au financement des PME-PMI, mais aussi de garantir la célérité dans la mise en place des dossiers concernant les PME-PMI.
le taux de couverture de la garantie du FSA pour ces produits est de 50%. Pour la deuxième catégorie des produits qui concernent la contre-garantie individuelle, ligne de contre-garantie et contre-garantie des fonds de garantie, le FSA s'engage à couvrir les engagements par signature. Autrement dit, les cautions, les différents types de cautions relatifs au marché du BTP, les lettres de crédit, les crédits documentaires, mais aussi les traites avalisées, pris par une banque ou un fonds de garantie sur son client. Cette fois-ci, le FSA vient en contre-garantie, puisque l'établissement financier donne sa signature, sa caution, sa garantie à son client entreprise pour couvrir ou partager les risques avec l'établissement financier. Le FSA donne sa contre-garantie à l'établissement financier. La quantité de couverture également est fixée à 80% du montant. Et enfin, il y a la garantie grand compte qui a un caractère spécial, notamment c'est dans le cadre du dispositif prudentiel des zones monétaires dans lesquelles nous intervenons. Un établissement financier est tenu de respecter un ratio de division des risques. Par exemple, dans la zone UEMOA, ce ratio est de 25% des fonds propres. Autrement dit, les banques ou les établissements financiers ne peuvent pas accompagner une entreprise, financer une entreprise à un montant supérieur à 25% de leurs fonds propres. Pour permettre à la banque de continuer à financer, tout en respectant les dispositifs prudentiels de la BCEAO, le FSA a conçu ce produit qui permet de donner une garantie autonome à la banque ou à l'établissement financier pour lui permettre d'accompagner davantage son client sur un projet spécifique. Avec la garantie du FSA, la banque aura la faculté de pouvoir continuer à accompagner son client sur les projets d'investissement. Nous savons bien que les projets d'investissement, souvent, le montant est important et la banque est limitée par rapport à ses fonds propres. Donc, pour la permettre de continuer à accompagner ces projets d'investissement de montant élevé, le FSA intervient en donnant sa garantie à la banque et lui permettre ainsi de respecter ses ratios de division des risques et continuer son développement avec l'entreprise. Par rapport aux modalités d'intervention du FSA, le FSA intervient dans la même monnaie que celle du financement. La durée des opérations bénéficiant, la durée de la garantie des opérations bénéficiant de l'intervention du FSA peut aller jusqu'à 10 ans, de 12 mois jusqu'à 10 ans, est généralement calquée sur la durée du financement. La saisine du FSA s'est faite par l'établissement prêteur, c'est-à-dire la requête, la demande doit être adressée au FSA par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire financier s'il s'agit du marché financier, ou souvent par le promoteur lui-même. Cette demande doit être composée par une requête qui précise la quantité garantie souhaitée. La banque, en adressant la demande au FSA, dans la demande, la banque précise la quantité de couverture souhaitée, sachant bien que l'intervention maximum du FSA est de 80%, la durée de l'intervention et la durée du remboursement du prêt. Ça doit être obligatoirement dans la demande, la requête adressée au FSA. Cette demande doit être accompagnée par certains documents, notamment les rapports d'analyse préalable du risque effectués par l'établissement de crédit, les documents judiciaires de la société, le business plan du projet ou les états financiers des 3 derniers exercices, ou tout autre document au cours de l'évaluation qu'on jugera utile d'avoir pour pouvoir donner notre avis sur la sollicitation. Aujourd'hui, au 30 juin, cette année au 30 juin 2024, les interventions du FSA, c'est-à-dire les garanties octroyées par le FSA à ces pays membres, à l'économie de ces pays membres, s'élèvent à 2 701 milliards de francs CFA.
je dis bien plus de 2701 milliards de francs CFA en garantie octroyés pour pouvoir participer au financement de l'économie. Et ce montant a permis d'avoir un financement cumulé de 4 871 milliards de francs CFA pour les bénéficiaires. Le cumul des interventions du FSA par pays, aujourd'hui, nous constatons que le Mali est le premier bénéficiaire des interventions du FSA, largement au-delà, avec 30% de l'ensemble du portefeuille aujourd'hui du FSA se trouve au Mali. Il y a d'autres pays aussi comme le Burkina, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut noter, c'est que 30% aujourd'hui des interventions du Mali, du FSA se trouvent au Mali. Et tous les secteurs sont concernés. Nous constatons que le secteur de l'hôtellerie et immobilier se démarque avec 17%, le commerce et distribution avec 12%, il y a l'agro-industrie aussi avec 10%, et il y a les institutions financières, notamment les établissements financiers avec 19% des interventions du FSA. Je vous remercie pour votre attention, M. Diallo. Je vous remercie tout le monde pour votre attention. Et nous restons disponibles éventuellement pour répondre à des questions. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Soumaré. Nous avons bien noté cette présentation qui est tout à fait claire. Donc, et surtout, ça nous a donné une bonne idée des champs d'investigation et des champs d'application des produits du Fonds de solidarité africain. Je retiens surtout en ce qui concerne les entreprises privées, les techniques d'intervention que vous utilisez et qui se rapportent un peu à la garantie individuelle, par exemple. Voilà, la garantie de portefeuille. Donc, tout ceci sont vraiment des choses qui sont beaucoup plus claires à nos yeux aujourd'hui et qui nous donnent voilà, un aperçu tout à fait correct de ce que vous faites un peu sur vos différentes interventions. Alors, donc, nous notons également que le Mali est le premier bénéficiaire donc, des interventions du Fonds de solidarité africain, donc avec presque 30% de l'ensemble des garanties qui sont octroyées. Donc, parmi ces garanties, parmi ces bénéficiaires, les plus importants sont dans l'hôtellerie et dans l'immobilier, ainsi que les institutions financières. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Donc, je pense que nous allons continuer encore à approfondir un peu toute cette panoplie d'interventions et aussi insister peut-être aussi sur l'aspect, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, tout ce qui touche un tout petit peu aux entreprises privées en général, parce que cet aspect nous intéresse au plus haut point, et voir un peu plus loin ce qu'on peut encore retenir des interventions du Fonds de solidarité africain. Et pour cela, donc, nous allons, sans plus tarder, inviter M. Diallo Kara, donc, qui va nous donner encore d'autres aperçus sur donc, les critères d'éligibilité au financement donc, du Fonds de solidarité africain. Donc, et puis, par extension, nous présenter un peu la manière dont donc, le Fonds de solidarité africain évalue les projets avant de les financer, donc, et les indicateurs de succès qu'il utilise pour mesurer l'impact de ces financements. Donc, voilà, cette intervention va venir compléter un peu toute la présentation que vient de faire M. Soumaré. Donc, j'invite sans plus tarder M. Kara Diallo à prendre la parole. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci bien, cher frère. Ouais. Avant d'évoquer les deux questions extrêmement intéressantes que vous venez de me poser, je voudrais, au nom de M. Abdrahman Diallo, directeur général du Fonds de solidarité africain, remercier le CNPM pour avoir donné cette occasion au FSA de se faire connaître davantage sur la place du Mali. Comme vous l'avez suivi avec M. Soumaré, le Mali aujourd'hui est premier en termes de portefeuille actif donc, du FSA. Cela n'empêche, nous avons toujours de l'appétit
que ce soit pour le Mali et également pour tous les autres pays membres donc, du FSA. Vous êtes sans savoir que le FSA est une institution qui évolue favorablement. Nos fonds propres se consolident et s'apprécient d'année en année, ce qui vient également augmenter notre capacité d'intervention d'année en année. L'adhésion des nouveaux pays que M. Soumaré a également mentionné vient en augmentation du capital et donc en augmentation de notre capacité d'intervention. Donc, nous avons de la capacité pour intervenir à hauteur de souhait dans tous les pays membres du FSA. Pour revenir à votre première question, je voudrais mentionner que sont éligibles aux interventions du FSA tous les projets et opérations à caractère licite portés par plusieurs types d'acteurs d'ailleurs, comme cela a été mentionné, à commencer par le secteur privé, à commencer par les entreprises privées. Ensuite, les projets et opérations portés par les États, par les SGI, les banques, les investisseurs ou souscripteurs quand on parle de ceux qui investissent sur le marché financier, les fonds nationaux de garantie que nous accompagnons également et tout autre fonds d'investissement donc qui a des projets et opérations à caractère licite comme je le disais. Et cela, vous avez pu le constater à travers Soumaré, le FSA aujourd'hui intervient dans tous les secteurs d'activité de l'économie nationale. En termes d'éligibilité également, il faut dire que tout type de concours, que ce soit les concours bancaires, mais également les emprunts obligataires, que ce soit des crédits directs ou des engagements par signature, sont éligibles aux interventions du FSA. De même, vous avez pu le constater également, le FSA intervient sur les entreprises, quel qu'en soit leur stade d'évolution, que ce soit au stade de start-up, mais également au stade où l'entreprise a une certaine maturité et souhaite étendre donc sa capacité ou bien ses opérations. Donc, voilà ce que je peux dire en termes de critères d'éligibilité. En ce qui concerne l'évaluation des projets, nous évaluons un projet ou une opération sur plusieurs plans. Tout d'abord, quand nous sommes saisis à travers une requête officielle, la requête est donc imputée à un chargé d'affaires et en la matière, nous avons des chargés d'affaires par pays. Donc, le chargé d'affaires pays va donc commencer à faire ses due diligence sur plusieurs plans. Tout d'abord, quand on nous soumet un projet pour étude, nous évaluons bien entendu le marché, donc l'analyse du marché. Tout dépend du marché. Le marché est primordial, c'est ce qui détermine tout. Ensuite, nous faisons une analyse sur les aspects techniques et technologiques du projet ou de l'opération afin de nous assurer qu'il est possible de la mettre en œuvre dans les bonnes conditions. Au-delà de ça, nous analysons les états financiers sur un plan historique, si pour une entreprise qui existe depuis quelques années. Et également, nous faisons une analyse prévisionnelle du projet ou de l'opération afin de nous assurer que, au-delà des aspects potentiels de réalisation, que le projet pourra également dégager suffisamment de cash flow pour pouvoir faire face donc aux différents engagements et voir si le projet est rentable. Nous nous intéressons également aux aspects économiques à travers une analyse économique du projet ou de l'opération, notamment à travers ses impacts sur les différents maillons donc, de l'économie nationale. Le management de la société nous intéresse également de façon à savoir, à connaître l'expérience donc des dirigeants de la société, leur façon d'agir, leur comportement en matière de distribution des résultats, nous permettent également de voir l'implication donc du promoteur ou bien des managers de la société dans le projet ou l'opération. Au-delà de ça, nous regardons également les aspects liés aux risques, les différents risques
donc, que le projet ou l'opération pourrait comporter de façon à proposer des mesures en vue de les mitiger. L'aspect environnemental également est de plus en plus regardé au niveau du FSA, y compris également les questions de transfert de technologie. Donc voilà, cela vous donne déjà une idée sur les points clés de l'analyse qui est faite au niveau du FSA, de l'évaluation qui est faite au niveau du FSA sur les différents projets. Donc, une fois que le chargé d'affaires finalise donc son rapport d'évaluation, donc sa due diligence, le rapport est partagé avec nos collègues de la direction des risques. Ensuite, nous passons dans le premier comité qui est le comité des interventions, donc un comité de direction. Monsieur Soumaré en a fait cas. Une fois que le dossier est validé au niveau du comité des interventions, nous allons aller vers le comité supérieur des interventions où siègent donc 3 administrateurs qui se prononceront également sur l'intervention du FSA par rapport à un projet ou une opération. C'est une fois que ce dernier instance valide le projet ou l'opération que le FSA donc matérialise son intervention à travers une convention en bonne et due forme entre les différentes parties. Et je voudrais préciser à ce niveau que chaque semaine, nous avons au minimum un comité des interventions. Sinon, souvent, nous en avons 2 par semaine. Et en ce qui concerne le Conseil supérieur des interventions avec les administrateurs, nous en avons 2 groupes. Et dans le mois, nous tenons également 2 conseils supérieurs des interventions. Tout cela pour assurer une certaine célérité dans les approbations afin de satisfaire les attentes de nos différents partenaires. En termes d'impact, vous avez posé la question également, à savoir les indicateurs d'impact que nous suivons. Nous suivons un certain nombre d'indicateurs, en effet, parce que le but recherché, in fine, comme Soumaré l'a rappelé, est que la mission du FSA revient à vraiment accompagner les différents États membres dans la transformation structurelle de leur économie. Ce qui fait que nous regardons les indicateurs comme le montant des financements mobilisés à travers les interventions du FSA, notamment la garantie financière. Vous avez pu voir avec Sidi Soumaré tout à l'heure que pour 2700 milliards de francs CFA, en termes d'intervention, on a pu contribuer au financement jusqu'à hauteur de 4 000 et quelques milliards. Donc ça, c'est quelque chose que nous suivons. Le nombre de nouveaux emplois créés à travers les interventions du FSA fait partie également des indicateurs clés. Le montant de la valeur ajoutée potentielle à générer par le projet ou l'opération, le montant potentiel généré en termes de devises, donc est également important, notamment pour les projets soit d'exportation liés à l'exportation des produits, soit des projets en termes de substitution aux importations. Également, les aspects de transfert de technologie nous intéressent au plus haut point, sans oublier les aspects liés au genre également, notamment les interventions en faveur des projets dirigés par des femmes ou bien des entreprises dirigées par des femmes. Donc, voilà autant d'indicateurs que nous renseignons à travers chaque intervention de façon à ce que, à la fin de la journée, on puisse se dire est-ce que nous contribuons effectivement à la transformation structurelle des économies de nos États membres. Voilà un peu ce que je voulais apporter en guise d'éléments de réponse aux 2 questions qui m'ont été posées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Merci infiniment pour ces éclairages. Nous avons très bien noté ce que vous venez de dire aujourd'hui. Et si je me permets de faire un petit résumé, je parlerai essentiellement de vos produits. Donc,
nous venons de comprendre que ces produits-là couvrent un grand nombre de besoins qui peuvent être exprimés par les opérateurs économiques, donc, évidemment les établissements financiers aussi qui sont bénéficiaires de ces produits, et que ces produits s'adaptent donc à tout type d'entreprise, voilà, que ce soit des entreprises en création, que ce soit des entreprises en extension, que ce soit des entreprises qui rentrent dans une phase de modernisation, ou même des entreprises qui envisagent des procédures de fusion, voilà. Donc, j'ai noté également que beaucoup de marchés sont ciblés par ces produits, que ce soit le marché bancaire, le marché monétaire, le marché financier, le marché des BTP et le marché des prêts interentreprises. Donc, et ça touche plusieurs types d'acteurs, que ce soit les intermédiaires comme les SGI, les banques et les entreprises. Et évidemment, vous avez parlé aussi des garanties que vous octroyez. J'ai compris également que le traitement des requêtes qui vous sont adressées se font presque, je dirais, de façon classique un peu dans les banques, à savoir que bon, ces requêtes sont remontées à un chargé d'affaires qui se charge un peu de faire l'inventaire de tout ce qui lui est remonté en termes d'information, en termes de documentation. Et à partir comment on appelle ça, à partir du moment où toutes ces informations sont réunies, il y a un comité de crédit qui se met en place pour donner son approbation sur la requête qui lui est donnée, et qu'ensuite, en dernier ressort, il y a un comité supérieur d'intervention qui finit par trancher un peu pour voilà, donner l'accord définitif du Fonds de solidarité. Donc, c'est très bien, et ça nous montre encore que le parcours n'est pas si compliqué que ça, finalement. Et, bon, parce que la plupart des opérateurs économiques ont déjà un peu l'habitude de ce genre de traitement au niveau de leur banque locale. Donc, voilà, ça nous montre que la procédure n'est pas extraordinaire et que voilà, la saisine du Fonds de solidarité africain est quelque chose d'assez simple finalement. En tout cas, merci infiniment pour ces précisions, M. Diado. Nous allons encore continuer parce que là, on a vraiment l'intention d'aller au fond de tout ce que le Fonds de solidarité africain peut offrir comme possibilité à nos opérateurs économiques. Voilà. À ce sujet, nous allons peut-être aller un peu plus loin encore en demandant à M. Mamadou Lamine Sila, qui est économiste au Fonds de solidarité africain, de prendre la parole et de nous donner des connaissances encore un peu plus d'informations sur voilà, l'impact économique des interventions du fonds. Donc, voilà, sur la croissance des entreprises en Afrique. M. Diallo vient d'en parler un peu. Donc, nous allons demander à M. Sila de nous approfondir un peu ce sujet et aussi peut-être de nous donner quelques explications sur les politiques macroéconomiques et les partenariats régionaux. Donc, voir comment est-ce que ces politiques et ces partenariats peuvent favoriser l'expansion des services du Fonds de solidarité africain. Je demanderai donc à M. Sila de prendre la parole et de nous en dire un peu plus. M. Sila, la parole est à vous. Merci bien, M. Diallo. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous afin d'enrichir le débat sur la problématique du financement des entreprises. Est-ce qu'on m'entend? Vous entendez très bien. M'entendez, M. Diallo? On vous entend très bien. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, juste une petite précision. Comme vous l'avez évoqué lors de la présentation des panélistes, je ne suis pas encore cadre au sein du Fonds de solidarité africain. Donc, je suis consultant sur des questions de mobilisation des ressources auprès des Nations Unies et je dirige le cabinet Global Consulting qui est une structure qui intervient dans le financement des États, des collectivités et des entreprises. Pour répondre clairement à vos deux questions relatives à l'impact économique des interventions du FSA sur la croissance des entreprises en Afrique et expliquer comment les politiques macroéconomiques et les partenariats régionaux peuvent favoriser l'expansion, il me semble relativement important de parler un peu plus globalement du financement de nos économies et les limites des financements de type classique qui existent et qui existent encore,
pour maintenant aboutir vers les instruments nouveaux que présente le FSA, donc à travers les financements innovants qui sont beaucoup plus adaptés aujourd'hui à nos économies. Et en rappel, la problématique du financement de nos économies demeure jusqu'à aujourd'hui parce que après la Grande Guerre mondiale, il n'y avait que 2 institutions qui ont été créées, issues des accords de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale, qui étaient chargés de financer le développement dans tous les pays au monde. Aujourd'hui, nous en avons à peu près 260 ou 265 pays dans le monde. Si ces 2 institutions doivent financer le développement de ces 265 pays, vous conviendrez avec moi certainement que certains pays, beaucoup d'ailleurs, ne connaîtront jamais de développement. Donc, ce qui pose un problème de financement des États, donc nos économies. Et malheureusement, lorsque en Amérique latine, dans les années 1980, ce type de financement qui existait a abouti à ce qu'on appelle le cercle vicieux de l'endettement. Le Mexique s'est déclaré incapable de payer sa dette parce que le financement n'était plus adapté, parce que la croissance économique du pays était relativement plus faible et les charges d'intérêt et le remboursement de la dette, ses encours et puis tout ce qui s'en était relativement très élevé, donc ce qui créait un cercle vicieux de l'endettement. C'est ce que nous, les pays africains, nous vivons encore aujourd'hui et que nous n'avons pas malheureusement suffisamment compris qu'il faut sortir de ces schémas de financement classiques pour aller vers les financements de type innovant. Donc, en ce qui concerne, ça c'est la sphère publique du financement. Maintenant, en ce qui concerne la sphère privée, le privé devait s'adresser au secteur financier, notamment le secteur bancaire, afin de se faire financer, notamment sur le projet de développement. Mais malheureusement, des contraintes existent par le financement du secteur bancaire et ces contraintes sont relatives à la structure même du système bancaire dans nos régions. J'ai été banquier pendant une quinzaine d'années d'expérience au Mali et puis à l'international dans les groupes bancaires africains. Et raison de plus, je comprends aisément que ces banques sont détenues à plus de 90% par des capitaux étrangers. Et demander à ces banques aujourd'hui, qui sont détenues par des capitaux étrangers, de financer des projets de développement qui ne sont pas en droite ligne avec le plan stratégique de développement de ces banques-là pose problème. Donc, ces banques qui demeurent des entreprises à part entière ne financent que des opérations qui sont extrêmement rentables et qui présentent très peu de risques. Ce qui veut dire que la plupart de nos entreprises qui sont des PME, PMI, qui évoluent dans des secteurs d'activité plus ou moins formalisés ou informels, donc trouvent difficilement des réponses adaptées à leurs besoins par rapport au secteur bancaire. Donc, ce qui fait que beaucoup d'entreprises restent malheureusement en marge du fait de leur statut. Donc, c'est la raison pour laquelle le FSA a en tout cas proposé des instruments nouveaux, donc qui permettent à ces entreprises qui ne peuvent plus être financées par les secteurs bancaires classiques dits à leur nature ou dits au risque que ces entreprises en tout cas présentent aux yeux du secteur bancaire, donc de pouvoir s'appuyer sur des instruments du FSA, donc afin de les rendre éligibles donc, au financement du secteur bancaire. Donc aujourd'hui, ces entreprises, malheureusement, ne connaissent pas suffisamment les nouveaux instruments parce que ce que les entreprises et les banques connaissent aujourd'hui dans notre espace, malheureusement, je parle de manière factuelle, c'est qu'une entreprise qui évolue dans un secteur particulier, elle souhaite qu'on développe un crédit, qu'elle transfère en faveur de son fournisseur et que son fournisseur touche l'argent et lui mette à sa disposition les marchandises. Ça peut être du ciment, ça peut être du basin, en tout cas des marchandises qui sont plus tangibles. Donc, tout le monde voit l'opération et tout le monde est rassuré. Mais imaginez, je vous donne un exemple à titre illustratif, vous partez sur le marché de Francfort, la bourse de Francfort, à Londres ou en tout cas à Nasdaq, mais il n'y a pas de déblocage de crédit. Il n'y a pas de déblocage de crédit parce que le déblocage de crédit est un risque opérationnel déjà. Donc, il est extrêmement important pour nos entreprises et nos banques de comprendre qu'il faut aller au-delà des schémas de financement classiques pour utiliser d'autres nouveaux instruments. Et ces instruments sont des instruments virtuels aujourd'hui. Ce sont des lettres de garantie. Ce sont des lettres de crédit stand-by. Il n'y a aucun décaissement qui se fait. Donc, c'est uniquement des jets d'écriture, des engagements qu'on va donner aux fournisseurs de l'entreprise
l'entreprise va avoir la marchandise, le fournisseur aura la garantie de paiement et le système économique fonctionne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale. Malheureusement, jusqu'à présent, nos banques sont encore habituées à des schémas de financement classiques et ce qui d'ailleurs crée l'effet de profil entre elles et le système bancaire. Donc, c'est en ce sens que le FSA est une passerelle indispensable aujourd'hui pour faire la joint venture entre les banques qui sont encore dans les schémas de financement classiques pour leur proposer des nouveaux instruments financiers, donc pour les mettre à la disposition des entreprises afin qu'elles puissent trouver les opportunités de financement et puis réaliser des profits de développement et leur expansion. En ce qui concerne la deuxième question relative aux politiques macroéconomiques des partenaires régionaux, nous avons vu tout à l'heure les déficits ou le cercle vicieux de financement de nos États à travers les anciens schémas de financement avec la crise du Mexique et cette crise malheureusement demeure aujourd'hui en Afrique et surtout dans nos régions. Donc, le cercle vicieux de l'endettement est... Donc, les États ont une faible capacité d'endettement, alors que les besoins de développement pour trouver des solutions au développement, des solutions pour améliorer les conditions de vie de nos populations sont de plus en plus importantes. Donc, il faudra que nos États arrivent à travailler de manière intelligente, entre guillemets, avec les secteurs privés pour créer de nouveaux partenariats publics-privés. Pas les partenariats publics-privés qu'on a l'habitude de voir, qui n'ont pas été malheureusement porteurs de développement, parce que les populations vivent toujours dans la même précarité, vivent toujours dans les mêmes conditions de précarité qu'auparavant. À titre illustratif, regardez nos quartiers, les artisans qui travaillent depuis pratiquement une trentaine d'années. Ce sont des menuisiers qui sont au coin de la rue, qui n'ont ressenti aucun impact des différentes politiques qui ont été mises en place pour favoriser le développement du secteur privé. Les commerçants qui vendent des fruits et légumes ou la dame qui vend depuis pratiquement une cinquantaine d'années des beignets au coin de la rue. Donc, le secteur privé, malheureusement, ne bénéficie pas de l'impact de ces financements. Donc, raison pour laquelle il faut aller vers de nouveaux partenariats publics-privés à travers la création des structures juridiques viables et ces structures vont porter des projets locaux. Il ne faut pas que ce soit des projets nationaux parce que des projets nationaux ont de faibles impacts en termes de retombées économiques pour résorber le chômage, pour améliorer le revenu des populations, pour en tout cas permettre à la base de pouvoir sentir une amélioration de leurs conditions de vie de tous les jours. Donc, il faut créer des réels partenariats publics-privés pour aller prendre des projets au niveau des communes, au niveau des localités, au niveau des territoires. Donc, à travers une connexion de l'ensemble des forces vives, donc le secteur bancaire, les entreprises du village ou de la commune ou de la région, et les collectivités territoriales, et les associations de développement pour identifier un projet de développement à fort impact de développement local. Créer une structure juridique qui va porter ce projet et cette structure va maintenant s'adresser au FSA pour utiliser les nouveaux instruments de financement afin de lever les fonds et régler les problématiques de développement. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Malheureusement, le temps est limité. Les types de partenariats publics-privés qu'il faut aujourd'hui entreprendre dans nos territoires, je ne dirais pas dans nos États, mais dans nos territoires, donc pour que nous puissions nous appuyer sur les instruments financiers disponibles afin de favoriser le financement des projets. Imaginez, aujourd'hui, nous avons des collectivités territoriales, mais malheureusement, dans nos pays, nous n'avons aucune banque qui finance les collectivités territoriales. Or, ces collectivités constituent aujourd'hui la croix de transmission entre la base opérationnelle et le top management qui est la structure centrale de l'État. Donc, tant qu'il n'y a pas de coopération, de création de structures économiques viables au niveau suffisamment viable avec des documents tangibles et que ces structures-là soient suffisamment solides pour aller s'endetter auprès du système bancaire à travers l'appui des instruments financiers, ça va être difficile qu'on puisse résoudre les problématiques de développement liées à l'énergie, liées au transport, liées aux infrastructures
de développement aux infrastructures scolaires ou en tout cas aux infrastructures tout simplement pour améliorer la condition de vie des populations. Donc, je crois que je vais peut-être m'arrêter là. Il y aura certainement beaucoup de questions qui seront posées pour permettre à l'assistant de pouvoir poser beaucoup plus de questions et enrichir le débat. Je vous remercie encore une fois de plus, M. Diallo. Merci infiniment, M. Sylla. C'était tout à fait passionnant ce que vous venez de dire tout à l'heure et en essayant de faire un bref ramassé de votre intervention aujourd'hui. Donc, on se rend compte aujourd'hui que le FSA s'inscrit dans une dynamique de donner un nouvel élan disons, un nouvel élan un tout petit peu à l'offre de financement, donc qui, au niveau des États, donc, est freiné un tout petit peu par le modèle classique qui est le financement donc, des institutions comme le Fonds monétaire international. Donc, ce genre de financement étant tributaire donc d'un endettement chronique qui englut les États dans un cercle vicieux duquel ils ont du mal à se sortir. Donc, et qui amène même des défaillances au niveau de certains États, on a vu aujourd'hui, et même au niveau même de la sphère privée qui porte sur le financement des banques. Donc, là aussi, la levée des fonds est quand même assez limitée pour certaines catégories d'entreprises, étant entendu que les banques travaillent beaucoup plus sur des projets à court terme, génératrices d'intérêts presque immédiats. Donc, ne financent pas beaucoup les projets à très long terme ou certains projets spécifiques qui demandent un peu plus de temps. Donc, toutes ces formes de financement-là sont un tout petit peu, voilà, disons, dépassé pour faire une petite fleur au Fonds de solidarité africain aujourd'hui, donc qui vient comme voilà, une troisième forme d'accès au financement aujourd'hui. Et quand on sait à quel point nos entreprises ont besoin d'accès au financement aujourd'hui, donc nous regardons ça avec beaucoup d'intérêt. Donc, et ces financements-là viennent par l'application d'instruments nouveaux, donc qui permettent donc de capter par exemple les prêts bancaires au-delà des limites qui sont imposées par la réglementation bancaire. Par exemple, donc, le FSA vient en soutien donc, aux banques pour pouvoir continuer de supporter un peu certains projets d'envergure et de plus long terme. Donc, voilà. Maintenant, pour la seconde partie de la question qui portait sur la question macroéconomique, donc, on a compris également que bon, le FSA vient en soutien un tout petit peu aux défaillances que peuvent avoir donc, les États à lever des fonds aujourd'hui, avec des capacités d'endettement qui sont un peu freinées. Donc, et l'idée de base serait quand même pour les États aujourd'hui de travailler beaucoup plus avec le secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé, que d'ailleurs le CNPM appelle de ses voeux, voilà, pour pouvoir mettre en place une structure viable, par exemple, donc au niveau communautaire, au niveau local, qui soit suffisamment viable pour pouvoir faire appel au Fonds de solidarité africain pour pouvoir être accompagné dans des projets de développement. Donc, en tout cas, merci infiniment pour ces précisions. Nous sommes encore une fois de plus en plus subjugués par ce que nous apprenons aujourd'hui sur les produits du Fonds de solidarité africain. Aujourd'hui, nous avions souhaité avoir un témoignage d'un opérateur économique ayant bénéficié du concours du Fonds de solidarité africain. Donc, nous avions fait appel à M. Cissé, qui est le directeur général de la société Mbouna SA. Je ne sais pas s'il est avec nous maintenant. Donc, il nous avait donné l'assurance de participer, de témoigner sur voilà, donc, son expérience avec le Fonds de solidarité africain. Je ne sais pas si M. Cissé est avec nous aujourd'hui. Non, je ne suis pas certain qu'il soit connecté. Je crois vous avez laissé entendre qu'il avait quelques soucis de connexion. Donc, bon, mais qu'à cela ne tienne, je pense que si M. Cissé n'est pas avec nous aujourd'hui, nous allons poursuivre voilà, notre webinaire, peut-être en passant, en ouvrant peut-être une page d'intervention de tous nos invités pour que chacun puisse éventuellement poser des questions et avoir des
voilà, des réponses de nos éminents spécialistes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, je pense que sans plus tarder, nous allons ouvrir donc un peu les débats et voir avec tous nos participants, donc tout ce qu'on peut poser comme question pour pouvoir avoir un éclairage encore plus complet sur les produits et les modalités d'intervention du Fonds de solidarité africain. Voilà, donc ce débat, nous allons l'ouvrir pendant 30-40 minutes, voilà, et aller un peu plus loin dans la connaissance du Fonds de solidarité africain. Donc, je pense qu'à ce stade, la parole est à qui veut la prendre maintenant pour les questions à nos panélistes. Je vous remercie. Voilà. Oui, M. Soumaré. Oui, M. Soumaré. Oui, je vois des questions Oui. posées, OK. notamment par Djeneba et Soumaïla qui posent la question. Quelles sont les conditions d'accès du fonds au FSA? Les conditions d'accès au FSA. C'est la première question que je viens de voir. Je pense que pour rapidement répondre à cette question, c'est qu'il y a deux méthodes de saisine du FSA. Je l'avais évoqué dans la présentation. La première méthode, c'est la requête qui sera adressée par l'institution financière ou l'établissement financier, ou tout simplement la banque. C'est-à-dire que la banque, une fois que la banque a identifié le projet, la banque a décidé d'accompagner son client, il peut saisir les FSA à travers une requête, à travers une demande dans laquelle il précise la quantité d'intervention du FSA souhaitée avec le montant. Pour précision, la quantité maximum d'intervention du FSA, c'est jusqu'à 80% du montant du projet ou de l'opération ou du concours. Et le montant maximum par projet est de 18 milliards 600 millions aujourd'hui, qui est relatif au fonds propre du FSA. Pour tout simplement dire que ce montant est susceptible d'évoluer à la hausse au fur et à mesure d'adhésion de nouveaux pays. La deuxième méthode aussi de sollicitation du FSA, c'est à travers la société elle-même ou l'entreprise elle-même qui peut solliciter directement une lettre de manifestation d'intérêt du FSA à travers une demande adressée au FSA. Dans la demande, l'entreprise doit accompagner de ses états financiers du plan d'affaires pour que les FSA puissent évaluer un peu le projet avant de lui délivrer sa manifestation d'intérêt. Donc, l'importance de cette manifestation d'intérêt du FSA, c'est de permettre déjà à la société ou à l'entreprise de pouvoir chercher des financements auprès des institutions financières. Cette lettre de manifestation d'intérêt prouve à l'institution financière que, a priori, après évaluation, les FSA peuvent participer au projet. Voilà les deux questions que j'avais vues que je voulais répondre, M. Diallo. OK. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Soumaré. Je vois aussi une main levée, M. Dermo, qui est avec nous. Je le remercie pour ça. Je ne sais pas si... Alors, donc peut-être que c'est une question en ligne. Oui, c'est en ligne, Oui. c'est possible? Ah oui, non, on vous écoute, M. Dermo. Oui, Merci bonjour. beaucoup. Donc, je m'appelle Paul Deremo, je suis ancien banquier. Et peut-être à ce titre-là, je peux donner le témoignage qui vous manque, puisque j'ai la chance de connaître le Fonds de solidarité africain depuis longtemps, puisque quand j'étais président exécutif du groupe Bank of Africa, on a eu l'occasion de travailler fréquemment avec eux. Et actuellement, en tant qu'administrateur dans une autre banque, on a aussi cette expérience. Je crois qu'on peut d'abord remercier le CNPM pour cette excellente réunion et les intervenants pour leurs informations très, très précises et très structurées. Je crois que l'une des caractéristiques importantes du FSA, c'est que c'est une structure absolument exceptionnelle par l'étendue de son périmètre qui va du Sénégal à l'île Maurice et par la diversité de ses membres. Qui comprennent des pays francophones, des pays anglophones, des pays qui font partie des PMA et des pays qui sont très développés comme l'île Maurice.
ce qui doit sans doute renforcer leur expérience et leur permettre de voir beaucoup de choses diverses. Je crois que je voudrais me contenter d'une contribution et de 3 petites questions. La contribution, c'est qu'en tant que banquier, on peut indiquer que le rôle essentiel et crucial du FSA, c'est la réduction du risque couvert soit par les intermédiaires financiers, soit par les entreprises. Si vous êtes une banque et que vous voulez faire un crédit à moyen terme d'1 million de francs CFA, bien le problème, c'est le risque que vous prenez en faisant ce crédit. D'abord, avec les possibilités de perte, et deuxièmement, avec les changements qui sont intervenus, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, dans les ratios prudentiels que doivent respecter les établissements bancaires dans l'UMOA, mais aussi dans d'autres pays. Le poids que ce crédit pèse sur les ratios prudentiels et notamment sur celui du niveau de fonds propres disponibles. Chaque fois qu'un banquier maintenant fait un crédit, il regarde les fonds propres que ça lui consomme. Si donc vous avez un crédit de 100 et que vous avez une institution comme le FSA qui peut prendre en charge une garantie à hauteur de 50 ou même davantage, on l'a vu, eh bien, ça veut dire que le risque de perte diminue de 50%, ça baisse à 50%, et le poids que le crédit représente pour la banque va aussi être diminué d'autant, ce qui permet à la banque de respecter plus facilement ses ratios prudentiels. Bon, c'est bien sûr une pratique que le FSA n'est pas seul à mener. Il y a des grandes institutions comme elle, comme la SFI, comme Proparco, comme d'autres qui font ce type d'intervention. Mais ce sont des interventions qui sont maintenant essentielles pour les banques, à la fois pour des questions de risque encouru et pour des questions de respect de la réglementation. Donc, il y a une possibilité de développement considérable pour le FSA et ses collègues ou concurrents. Et il y a aussi des possibilités de développement importants pour les crédits à moyen terme ou pour les entreprises, pour les banques ou bien pour les entreprises qui veulent investir. On peut aussi souligner aussi le caractère innovateur et imaginatif du FSA, et j'ai particulièrement apprécié ce que je n'avais pas eu l'occasion de mettre en pratique, c'est leur système pour faire des ajouts, si je puis dire, de concours aux banques qui sont à la limite de leur ratio prudentiel, et ce qui est une contribution importante lorsqu'on a des concours de grande envergure à mettre en place, surtout quand on voit que dans l'UMOA, le ratio de diversification, le ratio de diversité des risques est celui qui est le plus difficile à mettre en œuvre par les banques. Je voudrais donc poser 3 petites questions. Comme le secteur privé, toutes les entreprises et les banques aussi sont très intéressés aux choses concrètes, vous avez parlé du montant maximum, mais vous n'avez pas évoqué un montant minimum qui peut, qui est le vôtre, celui que vous utilisez, et qui peut être, pour certaines petites entreprises, un caractère difficile à atteindre. Donc, est-ce que vous pouvez préciser un peu cela? Et vous avez été très discret dans le coût des interventions, de vos interventions. Or, bien sûr, c'est essentiel pour tout le monde, puisque ça vient s'ajouter au coût du crédit, ça diminue le risque, mais ça vient s'ajouter au coût pour l'emprunteur final. Et donc, il faut savoir si ça vaut le coût COUP. Deuxième question, puisque vous avez la chance de toucher à la fois les pays francophones et anglophones, vous avez souligné que les pays francophones sont les utilisateurs majoritaires
de vos garanties, avec toute l'utilité dont on vient de parler. Et pourtant, on dit que les pays anglophones sont plus agiles dans le développement, réussissent plus vite, sont plus prompts à investir. Donc, comment pouvez-vous caractériser les différences qui existent entre ces pays et comment on pourrait faire des progrès dans les zones francophones? Troisièmement, puisque vous êtes très imaginatif en matière de concours, est-ce qu'il y a des réflexions ou est-ce qu'il est possible d'envisager qu'il y ait, un moment ou un autre de votre part, des produits qui permettent de favoriser le développement des échanges intra-régionaux? On dit souvent que les zones comme l'UMOA ou comme la CEDEAO ou comme d'autres, même en Afrique de l'Est, ont des échanges régionaux qui sont très inférieurs à ce qu'on peut trouver dans l'Union européenne ou dans d'autres unions régionales. Comment est-ce que votre institution pourrait, dans le futur, être une incitation en la matière et un moyen pour stimuler ces échanges? Voilà, désolé d'avoir été long et merci beaucoup. Merci infiniment, M. Leromo. Là, je salue votre participation et le fait que vous rehaussez la qualité, encore une fois, de ce webinaire. Et je signale à tous les participants que M. Leromo est le fondateur du groupe Bank of Africa. Merci à vous. Je me tourne en ce moment vers M. Soumaré et M. Diallo pour répondre aux questions que je vous ai posées. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à M. Deremo pour son témoignage d'abord et aussi pour les questions très intéressantes qu'il a bien voulu nous poser. Sur la première question, le montant minimum, généralement le FSA étant une organisation aujourd'hui quand même d'un certain envergure, nous évitons de parler du montant minimum parce que la plupart du temps, le montant minimum, on l'a réglé à travers un produit que M. Soumaré vient de présenter. Mais de façon statutaire, le montant minimum, c'est vraiment aux alentours de 100 millions de francs CFA en matière d'intervention, 100 millions de francs CFA en matière d'intervention du FSA. Mais maintenant, nous avons développé des partenariats avec un certain nombre de fonds nationaux de garantie, y compris le fonds de garantie du secteur privé du Mali, pour que, de façon générale, quand on a un certain nombre de requêtes portant sur des montants qui tendent vers le plancher du FSA, de plus en plus, nous redirigeons donc ces requêtes-là vers les fonds nationaux avec lesquels nous avons des accords de partenariat, quitte à ce que par la suite, le FSA leur donne une contre-garantie sur la garantie qu'elle-même elle dérive à la banque ou bien à l'institution. Donc, voilà un peu la réponse que je voulais apporter par rapport au montant minimum. Une autre façon dont on a réglé cela, c'est la garantie de portefeuille, qui fait qu'après échange avec une banque ou bien une institution de microfinance, on met à sa disposition une ligne de garantie, notamment pour les PME, PMI, de façon à ce que même des prêts d'un montant de 1 million, de 5 millions en fonction des besoins des PME, PMI, que ces structures-là puissent mettre à la disposition donc des entreprises ces prêts de petits montants, tout en bénéficiant d'une couverture en termes de garantie à hauteur de 50%. Donc voilà deux façons dont nous avons essayé de régler la question du montant minimum. Qu'à cela ne tienne, les pays dans lesquels pour le moment il n'y a pas de fonds national de garantie, nous sommes obligés de prendre donc des financements qui tendent vers le plancher du FSA. De même, parlant de la rémunération, si on peut le dire ainsi, de l'intervention du FSA,
cela dépend notamment du type de produit, mais également cela dépend du risque encouru, donc du risque que le FSA va venir couvrir. Les opérations et les projets n'ayant pas le même type de risque, certains secteurs étant plus sinistrés ou plus risqués que d'autres, donc la rémunération du FSA varie également en fonction de cela. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le FSA fait partie, ou bien sinon est le fonds de garantie africain le plus compétitif, le moins cher sur le marché. Les taux de garantie oscillant entre 0,3% jusqu'à 1%, voire 1,5% pour le secteur des transports ou bien d'acquisition de matériel roulant qui est le plus sinistré en ce qui nous concerne. Donc, nous faisons très attention à cette rémunération-là, de façon justement à prendre en compte donc le taux de sortie donc du crédit global, y compris le financement octroyé par la banque. Votre question sur les pays bénéficiaires en majorité aujourd'hui francophones versus pays anglophones s'explique en fait. Ça s'explique parce que de façon historique, jusqu'à très récemment, les États membres du FSA étaient composés essentiellement de pays francophones. Donc, c'est récemment, à travers le plan stratégique 2021-2025 appelé Plan New Frontier, que le FSA, qui ambitionnait vraiment de devenir une institution panafricaine, a élargi sa base actionnariale, s'est ouvert à d'autres horizons, y compris, donc, c'est ce qui a fait qu'on a enregistré l'adhésion des pays comme aujourd'hui le Libéria, Sierra Leone, Gambie, Cap-Vert, etc., etc. Donc, c'est des pays qui ont rejoint le FSA il n'y a pas très longtemps. Les interventions ont commencé dans ce pays, mais vous conviendrez avec moi que les pays historiques qui ont une certaine habitude avec le FSA et qui ont déjà bénéficié d'accompagnement substantiel sont toujours donc en tête en termes de portefeuille actif. Toutefois, nous travaillons fortement sur la diversification de notre portefeuille, aussi bien sur le plan sectoriel que sur le plan géographique. Le dernier point, oui, nous sommes très sensibles à l'augmentation du niveau du commerce entre les pays africains. En tant que fonds africain, nous travaillons aujourd'hui avec le secrétariat de la ZLECAf basé à Accra. Et d'ailleurs, nous nous sommes inscrits dans un programme de garantie afin de venir garantir tous les groupes bancaires qui ont pris un engagement de financer les entreprises qui font le commerce régional, les entreprises qui exportent à l'intérieur de la région. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un processus très avancé avec un groupe bancaire africain dont je ne citerai pas le nom pour le moment, visant à mettre en place ou bien à donner à ce groupe bancaire-là une ligne de garantie qui sera utilisée par, disons, une dizaine de filiales, donc dans 10 pays africains. L'objectif étant que ces filiales-là vont apporter des financements à des PME évoluant dans le secteur du commerce régional, soit en important de la matière première à partir d'un autre pays de la région, soit en exportant donc le produit fini dans un autre pays de la région, de façon à venir augmenter le niveau du commerce régional. Donc, nous nous inscrivons dans cela, nous travaillons à cela. Si votre groupe bancaire ou d'autres banques sont intéressés par ce genre de partenariat, le FSA est tout à fait ouvert à mettre en place des lignes de garantie afin de contribuer donc au rehaussement du niveau du commerce régional.
J'espère que j'ai couvert l'ensemble des questions posées par Monsieur Deromo. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Diallo. Merci beaucoup. Nous avons été bien édifiés sur la question. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. J'avais vu tout à l'heure des questions passer, notamment une question relative à l'éligibilité du secteur de la microfinance au produit du Fonds de solidarité africain. Je pense que M. Soumaré a répondu à cette question, mais nous aimerions bien de reposer encore une fois pour qu'on puisse partager ça avec l'ensemble des auditeurs. Et il y en avait une également relative à l'acceptation des startups. Donc, je pense que vous l'avez développé également dans votre exposé précédemment. En ce qui concerne les microfinances, les institutions de microfinance, elles sont éligibles au même titre que les banques? Tout à fait. Tout à fait. Les structures de microfinance sont éligibles au même titre que les banques. Nous avons deux façons d'accompagner les structures de microfinance. Tout d'abord, quand ces structures-là essaient de se refinancer, que ce soit à travers un emprunt bancaire ou à travers un emprunt obligataire, nous pouvons accompagner la structure de microfinance avec une garantie donc de prêt, que ce soit garantie de prêt bancaire ou garantie emprunt obligataire sur le marché. Ça, c'est deux types d'interventions que nous avons eu à faire dans un passé très récent. Cette année, nous l'avons fait sur le marché financier de l'UEMOA. L'an dernier, nous l'avons fait, et même en début d'année, nous l'avons fait sur des emprunts bancaires donc contractés par des structures de microfinance. Donc, premier volet. Deuxième volet, c'est d'octroyer donc des lignes de garantie, ce qu'on appelle la garantie de portefeuille, à une structure de microfinance afin que cette dernière partage son risque sur donc, son portefeuille de clientèle réputé risqué avec le FSA. L'objectif étant donc d'accroître le financement en faveur de ces MSMEs, comme on le dit, qui n'ont pas de garantie la plupart du temps, mais qui ont quand même besoin de financement pour pouvoir se développer. Pas plus tard que la semaine dernière, le vendredi dernier, notre conseil d'administration a adopté donc une intervention en faveur d'une structure de microfinance basée au Mali et qui travaille avec un projet local au Mali dans le domaine de la formalisation, si vous voulez bien, la formalisation des commerçants détaillants. Donc ça, c'est quelque chose de concret, un exemple qu'on peut vous donner. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur. Merci beaucoup pour ces précisions. Je regarde s'il y a d'autres questions ou quelqu'un qui souhaiterait intervenir, poser encore des questions. On a encore quelques minutes pour approfondir les débats. Oui, je vois une main levée, monsieur Badou. Monsieur Badou. Monsieur Badou, vous nous entendez? Allez-y, posez votre question. Je pense que monsieur Badou n'est pas en mesure de poser sa question, car cela ne tienne. Donc, continue de voir s'il y a encore des intervenants qui souhaiteraient poser des questions sur les produits du Fonds de solidarité africain. À ce stade, je ne vois pas de main qui se lève, ni d'intervenants qui souhaitent poser une question. Alors, oui, monsieur Soumaré. C'est juste, je vois la question de M. Ousmane. Ah, ok. Je demande si le FSA finance les nouveaux projets d'envergure à travers la participation directement au capital.
Donc, allô, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Pour répondre à sa question que j'ai déjà fait, même dans les trucs, au fait, le FSA ne participe pas directement au capital de la société, mais le FSA peut l'accompagner, peut accompagner la société à mobiliser les ressources nécessaires, que ce soit sous forme d'emprunt ou d'autres types de prêts, auprès des institutions financières, à travers l'octroi de sa garantie financière. Donc, après l'évaluation de la sollicitation, le FSA peut effectivement accompagner l'entreprise à lever des ressources auprès des institutions financières. Mais le FSA ne participe pas directement au capital. C'est ce que je voulais apporter comme réponse à la question de M. Ousmane. Je vous remercie, M. Diallo. Merci beaucoup, M. Soumaré. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc, je regarde encore s'il y a des intervenants qui souhaitent poser des questions. Non, pour le moment, je ne vois pas. Alors, à ce stade, peut-être que je vais me permettre moi-même d'en poser une. Et je souhaiterais demander à l'équipe de FSA de m'éclairer un peu sur un point précis. C'est celle qui consiste à voir, est-ce qu'un demandeur de crédit peut, avant même de solliciter sa banque, poser sa requête au niveau de FSA, obtenir l'accompagnement de FSA et en faire disons, en faire une possibilité pour pouvoir avoir beaucoup plus facilement accès à l'accompagnement de sa banque. C'est-à-dire inverser un peu le processus. Est-ce que cela est possible? Passer d'abord par le FSA avant de passer par son organisme pour la demande de prêt. Soumaré, allez-y. M. Soumaré est là? OK. Oui, M. Diallo, et oui, effectivement, il y a cette possibilité que l'entreprise ou le porteur du projet sollicite directement le FSA à travers une demande de manifestation d'intérêt. Donc, à ce stade-là, il faut faire une demande de manifestation d'intérêt au FSA, accompagné d'un certain nombre de documentations, notamment la demande, les états financiers de la société et ses documents juridiques. Si c'est un projet aussi, le plan d'affaires du projet et puis les projections financières. Donc, le FSA évalue le projet et peut octroyer une lettre de manifestation d'intérêt à l'entreprise qui, dotée de cette lettre, peut aller vers les banques, vers les institutions financières. Comme je le disais tantôt, l'importance de cette demande de lettre de manifestation d'intérêt, c'est de permettre à la société ou à l'entreprise de faciliter l'accès au financement. Donc, à travers cette lettre, il peut aller vers les institutions financières en montrant la lettre et en montrant le projet pour pouvoir accéder au financement bancaire. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci beaucoup, M. Soumaré. Excellent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir parce que ça vient quand même renforcer un dossier de demande de concours. Donc, avec l'appui du Fonds de solidarité africain dans le dossier, je pense que ça peut aider à faciliter un peu la transaction. Bonsoir. Voilà, merci. Allô? Allô, bonsoir. Oui, nous écoutons, oui. Bonsoir. C'est Oui, Badou Sylvé à Ansongo. Je suis le gérant d'une microfinance. Ma question, c'est par rapport toujours aux conditions d'octroi des lignes de crédit pour les microfinances. Est-ce qu'il faut être dans les microfinances qui sont de l'article 44 de la loi de la microfinance, notamment ceux qui ont des encours de crédit de 2 exercices de 2 milliards de l'article 44, ou bien seulement, même ceux qui ne sont pas de ça, parce qu'il y a des organisations qui ne sont pas de ce niveau. Est-ce qu'ils peuvent aussi adresser une requête pour une ligne de crédit pour appuyer des organisations paysannes, notamment des PME et des PMI de la zone? Merci. Merci beaucoup, M. Badou. Voilà, c'était ça. M. Soumaré. Oui. Vous venez d'entendre la question de M. Badou. Merci beaucoup, M. Badou, depuis Ansongo. À
Il faut dire que le FSA n'octroie pas de ligne de crédit. Ça, il faut que ce soit clairement dit. Donc, nous n'octroyons pas de ligne de crédit. Nous faisons certainement, nous appuyons nos partenaires bancaires, les banques qui travaillent, qui nous sollicitent beaucoup. Nous pouvons mettre à leur disposition des ressources sous forme de DAT, mais pour le moment, nous n'octroyons pas de ligne de crédit. Nous avons plutôt des lignes de garantie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Diallo. Alors, je vois M. Garba, qui souhaite poser une question également. M. Garba, vous nous entendez? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? On vous entend. OK. Donc, moi, peut-être ce n'est pas peut-être une question, mais c'est une sollicitation. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut aider les secteurs de microfinance, je crois que le problème crucial, c'est un peu les fonds propres au niveau des microfinances. Donc, du coup, le besoin crucial qui est là, c'est un peu des prêts sous forme de subventions, des prêts subordonnés pour pouvoir améliorer la structure de capitalisation de ces microfinances pour qu'ils puissent respecter un certain nombre de ratios. Parce qu'on est limité aussi par les actions qu'on veut faire auprès de nos clients. Mais si, c'est-à-dire que si on arrive à trouver des lignes de financement, peut-être qui seront faites comme sous forme de prêts subordonnés, qui peut améliorer la structure de capitalisation, c'est-à-dire que les fonds propres, en ce moment, les institutions de microfinance peuvent réellement aider beaucoup le secteur un peu informel aussi, quoi. C'est ce que je voulais, c'est quand même peut-être une sollicitation, si le fonds peut songer à ça. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Garba. La recommandation est bien notée. Je vous assure que nous sommes conscients de cette problématique-là. Nous avons essayé de l'adresser de beaucoup de manières. J'ai parlé d'un certain nombre de façons de le faire, y compris ce que vous venez de proposer. Donc, nous avons essayé de prendre des participations dans certains domaines. Nous avons essayé d'octroyer des lignes de financement à certaines institutions de microfinance. À chaque fois, nous avons eu les commentaires également à juste titre de nos actionnaires qui sont les différents États membres qui nous rappellent à chaque fois la mission qu'ils ont confiée au FSA. Ils nous ont rappelé qu'ils ont créé beaucoup de structures et chaque structure, ils leur ont confié des missions spécifiques et ils nous rappellent à chaque fois qu'au FSA, ils ont confié, en tout cas, aujourd'hui, là où nous sommes, ils ont souhaité à ce que notre cœur de métier soit véritablement la garantie financière. Donc, ce côté-là nous limite un peu pour pouvoir faire ce que vous venez de proposer, mais qu'à cela ne tienne, nous prenons bonne note et nous vous disons également que nous sommes sensibles à la question et c'est pour cela que nous couvrons d'ailleurs les lignes de financement donc, que les structures de microfinance lèvent au niveau des différents marchés. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention, M. Garba, M. Diallo. Je ne vois pas d'autres mains levées pour les questions. M. Badou qui revient. M. Badou, vous nous entendez, M. Badou? Allô, oui, il y a par rapport toujours aux lignes de crédit, est-ce que pour les microfinances, il y a ce qu'on appelle ceux qui sont de l'article 44 de la loi des microfinances, c'est eux seulement qui sont dans la ligne de crédit, qui sont concernés par la ligne de crédit, la ligne de garantie, du moins la ligne de garantie, ou bien toutes les microfinances
quel que soit leur niveau, peuvent participer, peuvent demander, adresser une requête pour une demande de ligne de garantie. Merci, c'est ma question. Mais M. Badou, quel est cet article 44? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Quelle est sa spécificité? Oui, c'est un article de la loi de la microfinance au Mali qui dit que il faut être un réseau, c'est-à-dire que avoir 2 milliards en 2 exercices d'encours de crédit, c'est une loi et c'est ce qui te permet d'être dans le système du réseau. Donc, si tu n'as pas atteint ce seuil, tu ne peux pas participer. C'est comme le fonds de garantie du secteur privé national du Mali. On a demandé une fois, ils nous ont dit qu'il faut être dans ceux qui sont de l'article 44. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain nombre de caisses dans les régions et avoir un encours de dépôt pour 2 exercices de 2 milliards pour participer, pour demander une ligne de garantie au fonds de secteur du secteur privé, le fonds de garantie du secteur privé du Mali. Donc, je voulais savoir aussi, au niveau des PSA, c'est les mêmes conditions. Parce que ça nous bloque, nous. Parce que c'est ce que le fonds de garantie national dit. Il faut être dans l'article 44. Très bien, nous avons compris la question. Merci beaucoup, oui. Monsieur Gallo, Monsieur Soumaré, je pense que vous avez répondu à la question en partie, mais comme je vois que Monsieur Badou insiste beaucoup sur cet aspect, peut-être... Merci beaucoup à M. Badou, qui vient de préciser que sa question porte sur les lignes de garantie. En effet, M. Badou, pour que le FSA puisse intervenir en faveur d'une structure, que ce soit une structure bancaire ou une structure de microfinance, il faut que cette structure-là ait quand même une certaine envergure. Parce que je l'ai rappelé, le FSA est une institution internationale. Nos procédures font que nous avons différents niveaux de due diligence à faire et de façon générale, quand la structure n'est pas à un certain niveau, il serait difficile de passer un certain nombre de questions concernant la due diligence. C'est que le fonds de garantie du secteur privé vous a dit est tout à fait vrai. Et je précise que nous travaillons avec le même fonds également et nous avons pratiquement les mêmes politiques sur la question. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci infiniment, M. Diallo. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Très rapidement, nous arrivons presque vers la fin de ce webinaire. Donc, je pense qu'on va... Je ne sais pas, M. Garba insiste. M. Garba, vous avez une question encore à poser? M. Garba? Oui. Oui, rapidement. Comme je pense que je l'ai fait, c'est juste pour voir les relations, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de fonds de garantie au niveau africain. Donc, il y en a beaucoup, les FAGAS, les AZF, les Garifonds, etc. Je dis, je veux savoir quelles sont les relations entre vous et ces différents fonds, quoi. D'accord, très bien. M. Diallo. Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds de garantie et nous entretenons des relations de bonne collaboration avec tous les fonds que vous avez mentionnés, à commencer par les fonds nationaux donc de garantie avec lesquels nous avons des accords de partenariat visant à un peu renforcer leur capacité. Ça dépend en fonction des pays. Les pays ne sont pas au même niveau, les fonds ne sont pas au même niveau. Certains ont besoin d'assistance technique parce qu'ils viennent de démarrer pour pouvoir comprendre le métier. D'autres ont besoin de capacité d'intervention compte tenu de la faiblesse de leurs fonds propres. Donc, nous venons en contre-garantie et en co-garantie avec ces fonds-là, de façon à ce que là où s'arrête leur capacité, le FSA est là pour combler le gap de garantie qu'il faut.
Et pour les grands qui sont à peu près à notre niveau ou bien qui s'approchent de notre niveau, nous avons des mécanismes de partage de risques où quand nous sommes sollicités sur des projets d'investissement d'envergure, des projets extrêmement importants, mais sur lesquels chacun de nous, compte tenu de ses fonds propres, se voit limité ou bien en termes de politique de division des risques, nous sommes limités. Donc, si nous sommes favorables pour le projet ou le dossier, nous nous mettons ensemble en pool de garants de façon à venir donc couvrir le financement qui est apporté soit par des partenaires bancaires régionaux, soit par des bailleurs internationaux. Donc, voilà un peu le type de relation que le FSA entretient avec les autres fonds de garantie. Merci infiniment, M. Diallo. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Un webinaire extrêmement enrichissant qui nous a permis de connaître en détail aujourd'hui le Fonds de solidarité africain. Donc, nous avons compris, passer en revue rapidement donc, la création du fonds, donc le nombre d'États membres qui participent aujourd'hui au Fonds de solidarité africain. Nous avons parcouru rapidement donc, la gouvernance ainsi que la notation attribuée par exemple à Moody's, donc au Fonds de solidarité africain, donc, qui témoigne un peu de sa solidité, de la confiance qu'elle génère, un peu dans ses interventions. Donc, nous avons parlé des techniques d'intervention du fonds, techniques d'intervention qui vont de la garantie individuelle en garantie de portefeuille et aux contre-garanties individuelles, ainsi de suite. Donc, et la garantie des grands comptes, qui me paraît extrêmement important, sur lequel j'insiste un tout petit peu. Cette garantie de grands comptes qui permet, par exemple, aux banques de s'affranchir un tout petit peu des limites imposées par la Banque centrale à travers la ratio de division des risques, donc qui impose aux banques de ne pas dépasser 25% de leurs fonds propres. Donc, les interventions du Fonds de solidarité africain permettent aux banques d'aller beaucoup plus loin que ça, en accompagnant, dans l'accompagnement de leurs clients. Donc, on a vu aussi que tous les types d'entreprises, tous les types d'entreprises sont éligibles à ce fonds, que ce soit des entreprises en création, que ce soit d'autres processus, donc extension, modernisation et fusion. Donc, tous les marchés à peu près sont également éligibles à ce fonds, marché bancaire, monétaire, les marchés de BTP et ainsi de suite. Et évidemment, ça touche tous les acteurs aussi, que ce soit les acteurs étatiques, donc les acteurs qui évoluent dans l'intermédiation, les banques et les entreprises. Voilà. Aussi, nous avons été édifiés donc, sur le traitement, les modes de saisine du FSA et la façon dont les dossiers sont traités, donc jusqu'à aboutissement. Donc, voilà. Ensuite, on a aussi évoqué un tout petit peu l'influence que peut avoir le fonds sur nos économies africaines actuellement. Et dans cette période où les modalités classiques d'intervention à travers donc, les organismes publics internationaux comme le Fonds monétaire international ou même les organismes privés comme les banques qui ont quand même une certaine limite dans le financement de nos économies. Donc, le fonds vient s'ajouter un tout petit peu à l'offre existante pour l'améliorer et la rendre beaucoup plus accessible encore aux entreprises qui souhaitent lever des fonds ou se faire accompagner à un certain niveau, non seulement à un certain niveau d'engagement, mais aussi sur une certaine durée. Donc, voilà. En-delà de ça aussi, donc ça permet aux États qui ont souvent une capacité d'endettement assez faible, de pouvoir aussi ouvrir de nouveaux chantiers, notamment à travers le partenariat public-privé, qui permettent aussi aux structures qui sont créées dans ce cadre-là de pouvoir bénéficier des interventions du Fonds de solidarité africain. Voilà. Donc, on a, à travers les questions, compris également que, bon, donc il y a le fonds jusqu'à hauteur de minimum 100 millions. Le fonds est en mesure d'intervenir dans les opérations des entreprises, donc à des frais tout à fait compétitifs qui sont, par exemple, pour ce qui est du transport, qui évolue entre 0,3 et 1%. Donc, et on a retenu également que le fonds s'applique à travailler, à
l'éclosion d'une économie beaucoup plus dynamique au niveau sous-régional, en soutenant par exemple des banques qui font des projets des projets qui touchent plusieurs pays de la zone pour essayer de créer un certain dynamisme et une certaine interactivité dans ces économies pour pouvoir faire en sorte que voilà, les échanges puissent être beaucoup plus fructueux et beaucoup plus conséquents. Voilà. Donc, en gros, c'est pour ce petit résumé, donner une petite voilà, conclusion à ce webinaire, cet excellent webinaire que nous avons eu le plaisir de partager aujourd'hui avec les cadres du Fonds de solidarité africain. Donc, c'est une occasion pour moi de les remercier très, très, très sincèrement pour cet exercice qui nous a quand même permis de connaître beaucoup mieux le Fonds de solidarité africain. Et je pense que tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui vont comprendre qu'il est tout à fait aisé de saisir le Fonds de solidarité africain dans le cadre de leurs opérations de financement ou des opérations bancaires ou autre chose qui va leur permettre voilà, de lever des fonds ou du moins voilà, avoir un accompagnement beaucoup plus solide que la façon classique avec laquelle ça se passait jusqu'à présent. Donc, cette situation est tout à fait exceptionnelle. Je pense que nous avons eu la possibilité de nous enrichir sur ces questions et nous allons bien entendu partager le contenu de ce webinaire avec l'ensemble du réseau donc, des entreprises qui évoluent, qui gravitent autour du Conseil national du patronat du Mali. Voilà. Donc, je pense qu'à ce stade, il ne reste plus qu'à remercier infiniment M. Soumaré, M. Diallo, M. Silla, qui ont animé ce webinaire domaine de maître, qui nous ont permis quand même d'avoir aujourd'hui une connaissance beaucoup plus fine du Fonds de solidarité africain. Monsieur, je vous remercie du fond du cœur. Je voudrais donner le dernier mot je ne sais pas si le vice-président Konaté est avec nous toujours pour la clôture de ce webinaire. Oui, M. Diallo, je suis avec voilà. vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous félicite pour avoir bien modéré ce webinaire. Les panélistes, il n'y a rien à dire, ils sont à féliciter. C'est extrêmement quelque chose qu'il faudrait continuer. Je vous remercie très sincèrement. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci, mesdames et messieurs. Merci infiniment pour votre présence et pour votre participation. J'espère que nous aurons rapidement l'occasion de nous retrouver pour encore faire un tour d'horizon sur des questions qui préoccupent un peu les entreprises et qui permettent aux entreprises maliennes et africaines en général de pouvoir prospecter encore plus loin. Voilà. Merci beaucoup, M. Soumaré. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci beaucoup, M. Silla. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Et merci à tous les participants. À très bientôt.